Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour cette introduction, Renos. Vous savez, lorsque nous faisons le plein de nos voitures ou que nous payons une facture de chauffage en hiver, nous ressentons directement dans notre portefeuille le poids des marchés mondiaux de l'énergie. Aujourd'hui, dans notre émission, nous nous intéressons à une région qui subit cette pression à une échelle immense, mais qui essaie aussi de s'en sortir grâce à des politiques vraiment fascinantes. Nous plongeons dans la dernière édition du rapport économique sur l'Asie du Sud, intitulé Travailler avec la politique industrielle. C'est un excellent point de départ. L'Asie du Sud se distingue actuellement comme la région des marchés émergents et des économies en développement qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Bien sûr, une grande partie de cette performance solide est portée par l'Inde, qui est la principale économie de la région. Mais cet élan confronte de sérieux vents contraires, n'est-ce pas? Le rapport estime que la croissance économique régionale ralentira, passant de 7,0% en 2025 à 6,3% en 2026. Et la cause de ce ralentissement nous ramène justement à cette sensation de voir grimper la facture énergétique. Exactement. Le conflit au Moyen-Orient et les perturbations qui en résultent sur les marchés d'énergie représentent de grands risques pour les économies d'Asie du Sud. La région dépend tellement d'importations d'énergie que la persistance de prix élevés menace d'alimenter l'inflation et d'éroder les revenus réels. Cela creuse également les déficits budgétaires et des comptes courants. Et cela affaiblit aussi un important marché d'exportation. Le Moyen-Orient représente 12,6% des exportations de biens de l'Asie du Sud et constitue également une part importante des arrivées de touristes dans certains pays de la région. C'est pourquoi ces gouvernements recherchent activement de nouveaux moteurs de croissance. Et le premier grand changement que nous observons est une plus grande ouverture commerciale. Historiquement, l'Asie du Sud a été la région la moins ouverte parmi les marchés émergents et les économies en développement. C'est un contraste étranger. Les exportations de biens ne représentaient que 12% du produit intérieur brut en 2024. C'est la moitié de la part observée chez leurs homologues. Mais cela change rapidement. L'Inde récemment signé des accords de libre-échange complets avec le Royaume-Uni et l'Union européenne. C'est un engagement colossal. Ils réduisent les droits de douane sur plus de 95% des biens échangés. Cela double essentiellement l'accès préférentiel des entreprises indiennes à un tiers de l'économie mondiale. Et le Sri Lanka prend également de mesures importantes. Le pays prévoit d'éliminer progressivement les principaux droits paratarifaires d'ici 2029, notamment la taxe de développement des ports et des aéroports. Il supprime également progressivement le programme de subvention aux exportations de produits de base. La suppression de ces barrières représente une baisse de 9% des droits moyens à l'importation. Je suis curieux de savoir ce que cela signifie concrètement pour la vie quotidienne des gens. Cela signifie des gains généralisés en matière de consommation et de revenus réels pour l'ensemble de la population. Les plus grands bénéfices sont attendus pour les consommateurs de produits manufacturés, en particulier les ménages ruraux et au Sri Lanka, les ménages les plus modestes. Donc, des biens moins chers améliorent concrètement la vie quotidienne des gens qui en ont le plus besoin. Mais la baisse des droits de douane n'est qu'un aspect de la stratégie. L'autre est une montée en puissance massive de la politique industrielle. Cette partie m'a vraiment surpris. Entre 2022 et 2025, les pays d'Asie du Sud ont mis en œuvre 2 fois plus de nouvelles politiques industrielles chaque année que la moyenne des marchés émergents et des économies en développement. L'Inde figure même parmi les 10 premiers pays au monde pour le nombre de ces politiques. Et il est fascinant de voir vers quel secteur elles sont orientées. Oui, environ la moitié des nouvelles politiques industrielles de la région ciblent le secteur manufacturier. Ce qui est intéressant car l'industrie manufacturière ne représente que 14% de l'emploi en Asie du Sud. Ce n'est pas non plus le secteur qui crée le plus d'emplois. Le secteur des services en crée bien davantage. Ce contraste est effectivement très intéressant. Un autre fait remarquable est que l'Asie du Sud s'appuie beaucoup moins sur les subventions nationales que les autres pays en développement. Exactement. Et cela s'explique par le fait que les gouvernements de la région disposent de marges budgétaires beaucoup plus limitées. À la place, l'Inde s'appuie fortement sur les marchés publics, qui représentent 25% de ses politiques industrielles. Tandis que le reste de la région privilégie les mesures liées au commerce.
Les restrictions à l'importation représentent 25% de l'ensemble des nouvelles politiques de protection de l'Asie du Sud. Certains de nos auditeurs travaillant dans les gouvernements ou le développement reconnaîtront probablement ces défis immédiatement. Il est toujours intéressant de voir si les mesures protectionnistes fonctionnent réellement dans la pratique. En réalité, les résultats sont mitigés en Asie du Sud. Les mesures restrictives à l'importation ont été suivies d'une baisse statistiquement significative des importations sectorielles. Elles ont effectivement réussi à limiter l'entrée des produits étrangers. Mais les mesures destinées à promouvoir les exportations, comme les subventions nationales, n'ont pas produit de gains statistiquement significatifs. Cela s'explique peut-être par le fait qu'empêcher les importations est une décision administrative, tandis que aider les entreprises locales à devenir compétitives à l'échelle mondiale est une tâche beaucoup plus complexe. Et cette réalité devient encore plus compliquée avec l'intelligence artificielle. Nous devons parler du choc de l'IA sur les chaînes de valeur mondiale. Le rapport montre que les entreprises fortement exposées à l'IA ont connu une baisse des embauches par rapport aux entreprises moins exposées. Et nous observons une baisse de 3,2% parmi les filiales des multinationales. Imaginez une entreprise locale qui fournit des services à une société étrangère. Si cet acheteur étranger adopte l'IA, cela a un impact immédiat sur son fournisseur local. C'est l'effet de débordement transfrontalier. Les fournisseurs sud-asiatiques, dont les acheteurs étrangers étaient fortement exposés à l'IA, ont connu une réduction de 10% des embauches par rapport aux entreprises moins exposées. 10%, c'est une chute énorme de la demande pour les fonctions professionnelles automatisables. Absolument. Et cela aggrave un problème déjà existant, la fragmentation extrême des salaires au sein de ces pays. Oui, les écarts de salaire entre les régions. Le rapport montre que dans les plus grands pays, les caractéristiques des travailleurs, comme le niveau d'éducation, n'expliquent qu'environ 1/5 de ces écarts de salaire. Cela signifie que le reste des différences salariales est lié à la localisation. Les salaires les plus élevés se concentrent dans les régions qui disposent de meilleures infrastructures de transport, d'une main-d'œuvre plus qualifiée, de plus grandes entreprises et d'une plus forte activité dans le secteur des services. C'est un cercle qui s'auto-entretient. De bonnes infrastructures attirent de grandes entreprises qui versent des salaires plus élevés, ce qui attire ensuite davantage de travailleurs qualifiés. Exactement. Et cela nous amène aux solutions. Les décideurs politiques doivent gérer tout cela, mais ils sont limités par un espace budgétaire restreint. Les recettes fiscales de la région sont inférieures à la moyenne des marchés émergents et l'endettement est élevé. Ils ne peuvent donc pas simplement dépenser pour sortir de cette situation. La priorité doit donc être accordée à des réformes larges et transversales. Cela signifie améliorer les réseaux de transport, la connectivité numérique et l'environnement réglementaire des entreprises. Construire les fondations d'abord semble logique, mais lorsqu'ils utilisent des interventions ciblées, le rapport recommande de se concentrer sur les politiques industrielles de premier choix. Oui, des mesures qui s'attaquent directement aux défaillances du marché sans provoquer de fortes distorsions. Un excellent exemple est celui des parcs industriels. Comme les parcs industriels clés en main de l'État indien du Tamil Nadu. J'aime beaucoup ce concept. Il atténue les contraintes liées au foncier et au financement pour la fabrication de produits électroniques. Et cela réduit les obstacles pour les entreprises. Une autre priorité essentielle est la mise en place de programmes de développement de compétences adaptés pour préparer les travailleurs à des rôles complémentaires à l'IA. Enfin, il faut améliorer l'accès au marché et les infrastructures de qualité afin d'aider les entreprises à satisfaire aux normes et aux exigences d'accréditation et ainsi renforcer leur compétitivité à l'exportation. On a vraiment l'impression que l'Asie du Sud se trouve à un tournant passant de marchés fermés à un commerce ouvert et à des investissements très stratégiques. C'est tout à fait le cas. Et lorsque l'on prend du recul par rapport aux chiffres du commerce et de l'IA, le tableau d'ensemble est extrêmement encourageant. Si les gouvernements concentrent leurs ressources limitées sur la construction d'infrastructures physiques et numériques solides, ils peuvent surmonter les chocs énergétiques à l'étranger. Il s'agit de créer un environnement de base dans lequel les entreprises du quotidien disposent des outils dont elles ont besoin pour prospérer sur la scène mondiale. À vous, Renas. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.